Bonjour à tous. Oui, donc c'est un peu l'arnaque puisque je ne suis pas archéologue ni historien, mais archéomètre. Donc je fais partie des gens qui s'intéressent à la matière en elle-même pour essayer d'en tirer des informations archéologiques. Mais ça fait bien longtemps que l'archéométrie se fait en interdisciplinarité très forte avec archéologues et historiens. Et à travers le sujet d'aujourd'hui, j'espère l'illustrer. Alors, bien qu'on soit en terre très ancienne de métallurgie et de sidérurgie, c'est vrai que ça peut paraître incongru de vouloir parler de métal, de renforts métalliques et de cathédrales gothiques. En effet, dans l'acception populaire ou générale du grand public, on associe quand même, et même parfois des chercheurs, on associe toujours ces monuments à la perfection du maçon, à la pierre extrêmement bien agencée. Et je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et ceci dit, c'est toujours un peu honteux. Ici, vous avez l'exemple de la cathédrale de Beauvais, avec ces magnifiques renforts entre les arcs-boutants, que je vous montre encore sur cette autre vue, où les deux flèches oranges indiquent la présence d'arcs-boutants. Je disais que c'est toujours un peu honteux aujourd'hui de montrer ce fer, puisque en cherchant quelques photos sur Internet pour illustrer cette conférence, je suis tombé sur cette photo-là de la même cathédrale avec les deux flèches oranges indiquent exactement le même endroit. C'est une agence de voyage qui propose des voyages à Beauvais ou autour des cathédrales. Et vous voyez qu'au moins à ce niveau-là de la cathédrale, là où on pourrait les voir le plus, ces tirants de fer ont été gommés en fait. Parce que là encore, je pense qu'ils nuisent à l'image de la perfection de la construction toute faite de pierre. Et je sais, pour avoir discuté avec Jean-Louis Topin, l'architecte en chef qui a été architecte en chef chargé de cette cathédrale, qu'à une certaine époque, on gommait ces tirants sur les cartes postales de la cathédrale que l'on vendait. Alors, cette perception un peu cachée, honteuse du fer, ça n'a pas toujours été le cas, parce que si on se projette aux environs des années 1430, et si on considère cette toile de Fra Angelico, alors on est un peu plus tardif par rapport aux premières cathédrales gothiques, mais c'était simplement pour vous montrer qu'ici le fer est complètement assumé. Et maintenant, vous allez voir plus que des toiles de Fra Angelico avec des bouts de fer ou des cathédrales avec des bouts de fer à l'issue de cette conférence, je m'en excuse. Mais vous voyez qu'ici, c'est complètement assumé et on s'en sert même pour suggérer la perspective. Et donc, c'est plutôt un élément intéressant ou un élément qu'on montre se faire à cette époque-là. Et c'est confirmé par d'autres sources. Ici, vous avez le Palais des Papes d'Avignon, qui contient, en gros, ce sont les travaux de Philippe Bernardi. Alors, j'ai oublié de préciser que l'ensemble des résultats est issu d'un travail d'équipe, et en particulier une collaboration avec mon collègue Maxime Lhéritier de l'Université de Paris 8, qui lui est archéologue et un peu historien, et que l'ensemble des résultats est issu de collaboration. Et ici, c'est Philippe Bernardi, qui est directeur de recherche au CNRS, historien, qui a travaillé sur les comptes du Palais des Papes, qui a pu montrer qu'on avait en gros une centaine de tonnes de fer prises dans la maçonnerie. Je vous montrerai d'autres photos plus tard, prises dans la maçonnerie de ce merveilleux monument. Et ce qui est intéressant ici, alors le Palais des Papes a été conçu au XIVe siècle, et on a une visite de Don Antonio de Beatis, qui est en fait le secrétaire du cardinal Louis d'Aragon, qui fait un tour d'Europe à cette époque-là, et qui publie ce tour d'Europe dans un ouvrage qu'on appelle Itinerario, qu'il a nommé Itinerario. Et en passant à Avignon, il mentionne comme élément d'intérêt, il n'est pas du tout architecte, il ne s'intéresse pas du tout à la construction, que le Palais des Papes contient 300 000 quintaux de fer, ce qui est à peu près équivalent, d'après les calculs de Philippe Bernardi, à 15 000 tonnes, ce qui est 2 fois, pour vous donner une idée, 2 fois le poids de la Tour Eiffel. Donc ici encore, on a une mémoire de ce matériau qui va progressivement se diluer, se perdre dans le courant du 19e siècle avec la construction gothique, parce que par exemple John Ruskin, qui est un écrivain qui s'intéressait beaucoup à l'architecture, qui a eu beaucoup de polémiques avec Viollet-le-Duc, par exemple, au 19e siècle, écrivait, par exemple, la vraie architecture n'admet pas le fer comme élément matériel de construction. Ce fer n'était pas noble. Alors, en revanche, il faut quand même reconnaître à Viollet-le-Duc, qui a participé à ce grand mouvement de restauration des monuments gothiques au 19e siècle, d'avoir pointé ce fer, même s'il n'en parlait pas plus que ça, mais il l'a pointé, il l'a documenté, notamment dans son dictionnaire raisonné de l'architecture française du 11e au 16e siècle, avec des articles comme chaînage, serrurerie, où il essaye, je vous conseille d'aller y jeter un œil, de décrire un peu les chaînes opératoires et d'émettre un jugement sur l'usage de ce fer. Mais enfin, ça reste quand même en filigrane et un peu caché.
C'est lui quand même qui va, je vais vous montrer ça dans la suite, pointer l'usage de crampons pour la construction à l'église abbatiale de Vézelay, qui va documenter l'usage d'agrafes dans la grande corniche de la cathédrale de Paris, et enfin qui parlera de chaînage à la Sainte-Chapelle. Donc c'est lui le précurseur, avec malgré tout une position un peu ambiguë. Alors, ces études ont été reprises depuis les années 1990-2000, avec des approches en archéologie du bâti, avec des approches historiques également, et archéométriques, et c'est un peu un petit bilan, parce que c'est une recherche qui est encore en cours, avec certaines interrogations que j'essaierai de vous montrer, que je vais essayer de vous présenter ici. Je voulais également préciser que, bien évidemment, quand on parle de l'utilisation de renforts en fer dans les cathédrales, on pense tout de suite évidemment à la construction du bâtiment, que ça va nous aider à comprendre la structure du bâtiment lui-même, et également le chantier de construction, voire, on en reparlera, la pensée constructive des hommes du Moyen-Âge. Mais je voulais également préciser que l'ensemble de ces recherches s'intègrent dans une démarche générale de l'équipe, dont je fais partie avec Marc Leroy, Sylvain Beauvais, et d'autres chercheurs, Marion Béranger, d'autres chercheurs présents ici, sur la compréhension de la production du métal, et ça va nous renseigner sur l'étude des capacités d'approvisionnement, des quantités mises en œuvre, mais également, vous allez le voir, j'en parlerai très brièvement, sur la succession de différents procédés qui se sont succédés au Moyen-Âge, et dont Daniel Haribé va vous parler en long et en large dans le prochain exposé. Alors, on va d'abord faire un petit tour touristique comme ça dans les différents monuments, et je vais vous montrer différents exemples de métal que l'on peut trouver. Alors, un des plus anciens monuments, et là on est encore dans la nef romane si on parle du Moyen-Âge, parce que on peut trouver du métal dans le Panthéon, on peut trouver du métal dans le Colisée, mais si on parle du Moyen-Âge, un des plus anciens monuments et le seul roman où on a pointé l'usage du fer, c'est la nef de la cathédrale de Vézelay. Vous voyez ici que perdurent encore certains crampons qui ont été documentés ici par Viollet-le-Duc, crampons rattachés à un tirant de bois pris dans la maçonnerie, et vraisemblablement avec des tirants qui traversaient la nef à une certaine époque pour éviter au mur de s'écarter. Si on passe à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, que j'ai mentionné avant, voici le dessin de Viollet-le-Duc. Vous voyez, il décrit 3 rangs d'agrafes dans la corniche en damier que vous voyez ici, et qui fait le tour du chevet de la cathédrale. Alors il y a aussi un chaînage qu'on aperçoit si vous allez à Paris actuellement autour de la cathédrale, qui lui est beaucoup plus récent et qui aurait été placé par Viollet-le-Duc, à ne pas confondre. Si on avance un peu dans le temps, mais pas beaucoup, on va s'intéresser à la cathédrale de Soissons, et surtout à son bras du transept sud, qui est un peu plus ancien, que vous voyez représenté ici sur le plan, et qui date environ des années 1180, et pour lequel on a des renforts métalliques qui traversent la galerie, une des galeries qui se trouve ici dans le bras sud du transept de la cathédrale de Soissons. On se déplace à Bourges, on avance un tout petit peu dans le temps, entre 1195 et 1214. Et ici, ça me permet d'illustrer aussi les différents usages. Vous voyez qu'on a des agrafes d'un côté, on a des tirants qui traversent les voûtes d'un autre. Et ici, à Bourges, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chaînage dans le triforium. Le triforium, c'est cette galerie-là de la cathédrale. Et si on va dans le triforium, on trouve un chaînage qui court parfois à côté, parfois en dessous des piles du triforium, et qui fait le tour de la partie la plus ancienne de la cathédrale, puisqu'elle a été construite en 2 étapes. S'ajoute également à ça des tirants dans les combles des bas-côtés qui rythment ici toute la longueur de cette cathédrale, et qui ont été placés à l'époque. Je vous montrerai qu'on a pu le prouver dans la suite de mon exposé. Évidemment, un monument emblématique, la Sainte-Chapelle de Paris, au XIIIe siècle, avec ces vitraux extrêmement magnifiques et bien connus. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'on ne pouvait pas avoir l'existence de ces grandes surfaces vitrées, et ça c'est vrai à Sainte-Chapelle de Paris, mais c'est également vrai à la cathédrale de Chartres, par exemple, sans l'existence de ces tirants qu'on appelle des barlotières, qui renforcent les vitraux sur 2 niveaux, qui parfois sont chaînés pour ceinturer l'ensemble du bâtiment, et qui sont présents ici sur la Sainte-Chapelle de Paris. Je voudrais ajouter également que dans les parties basses de cette Sainte-Chapelle, par laquelle on entre pour visiter les magnifiques vitraux de la partie haute, quand vous irez la prochaine fois, là voici la chapelle basse, vous voyez qu'elle est complètement renforcée de tirants métalliques qu'on pensait avoir été placés plus tardivement lors de chantiers de restauration,
mais qui s'avère être placé lors de la construction du monument. À la cathédrale de Reims, on a eu la chance d'accéder au chantier de restauration de la Grande Rose de cette cathédrale et la joie de voir que cette rose était entièrement renforcée non pas par un cerclage, mais par 3 cerclages mis dans l'épaisseur de la rose qui renforçaient l'ensemble de cette structure et qui avait été placée aux environs des années 1280 dans la rose de cette cathédrale de Reims. On revient à Beauvais, que je vais vous présenter un peu plus avant, parce que c'est vraiment, alors c'est le plus haut chœur gothique, donc le plus haut chœur gothique du monde, 47 mètres sous voûte, qui a été échafaudé à la période où on a étudié le métal sur ce bâtiment, donc sur lequel on a pu atteindre le haut des voûtes, vous allez le voir. Je vous avais montré déjà les tirants, ces 3 nappes de tirants entre les arcs-boutants, assez impressionnantes. Alors, on a souvent pensé que ces tirants avaient été placés lors de réfections du XVIIIe siècle, du fait de l'existence de certains graffitis qui avaient été relevés pendant certains chantiers à certains endroits des tirants. Mais vous allez voir que si ces tirants en fait, sont issus de cette réparation-là, la majorité d'entre eux datent bien de la période de construction du monument. À ces tirants s'ajoute un chaînage qui traverse en fait, les combles à ce niveau-là du chœur, que vous voyez ici, pointé par mon collègue Ludovic Bello-Gurlet, mais également et surtout 3 rangées de barletières chaînantes qui font le tour du chœur, un chaînage au niveau du triforium et un chaînage enfoui dans la maçonnerie. Donc vous voyez ici que pour cette prouesse architecturale qu'est Beauvais, on a vraiment convoqué le fer de manière massive. Vous avez ici une vue du triforium, une vue rapprochée des éléments qui chaînent la cathédrale. Et puis, on a pu vraiment avoir la chance d'atteindre la voûte à 47 mètres de haut, d'aller inspecter un peu ça lors de chantiers de réflexion, où on a pu montrer qu'il y avait un anneau métallique ici qui reprenait un certain nombre, un réseau de barres qui traversait, qui joignait les 2 clés de voûte, et ceci à travers les voûtes. On passe au XIVe siècle maintenant avec ce magnifique donjon du château de Vincennes, où là encore nous avons pu, alors qui est fouillé par Jean Chapelot, mais avec lequel nous avons collaboré pour nous intéresser au fer à l'intérieur de ce donjon. Ici on est au sommet de la terrasse du 5e étage et on voit qu'au sommet de la tour, et vous voyez tout cet ensemble très complexe d'éléments métalliques qui renforcent le donjon, dont on ne sait pas pour certains d'entre eux comment ils fonctionnent ou comment ils avaient été qu'est-ce qui se passait dans la pensée de celui qui les a mis en place. Et voici les différents étages du donjon, avec chaque trait rouge, c'est l'emploi d'un renfort métallique, et puis ces traits bleus aussi à partir du 3e étage, où on a des tirants qui traversent l'ensemble du donjon pour éviter au mur de s'écarter. On passe au XIVe siècle, mais dans le sud de la France, des bâtiments qui sont contemporains, ça c'est assez intéressant, avec le Palais des Papes d'Avignon dont je vous parlais, où là encore on a pu accompagner certains chantiers de restauration, notamment au niveau de la tour des latrines ici. Ça c'est une vue par en dessous de la tour, où vous voyez les corbeaux qui se sont écroulés, et sur lequel on retrouve 1, 2, 3, 4, 5 rangs de renforts qui sont plongés dans la maçonnerie et qui étaient destinés à maintenir ces corbeaux. Mais en fait le Palais des Papes est truffé d'éléments métalliques. Vous en avez d'autres ici dans la galerie du conclave. Je ne crois pas qu'elle soit accessible à la visite, celle-là, mais vous avez des barres qui traversent la voûte gothique, comme ça arrive sur certains monuments. Et ça, c'est vrai que ça pose certaines interrogations sur le parti pris esthétique et l'appréhension esthétique qu'avaient les hommes du Moyen-Âge de ces monuments. N'hésitez pas à faire traverser des tirants en fer à travers les voûtes gothiques. Cathédrale de Metz, les résultats de la thèse d'Alexandre Disser en collaboration travaux en collaboration avec Marc Leroy. On s'intéresse à la partie de la tour de Mute, qui était à la fois également le beffroi de la ville, et partie bleue au XIIIe, la partie sommitale date du XVe siècle, et nous avons pu relever un ensemble très complexe d'agrafes sur toute la hauteur de la tour, scellés au plomb, dont certains présentaient comme de véritables coutures, et la grande majorité de ces agrafes ont été validées comme ayant été placées lors de la construction de la tour, même si certaines ont pu être ajoutées en des périodes postérieures. On passe en Belgique avec ce magnifique monument gothique qui est l'hôtel de ville de Bruxelles, avec son beffroi, qui est renforcé par pas moins alors j'ai oublié le chiffre là, mais ce qui est certain, c'est qu'il sur l'ensemble de ces chaînages, c'est qu'il y en a 8 qui sont contemporains de la construction de la tour du beffroi gothique de l'hôtel de ville de Bruxelles.
Et enfin, pour terminer cette petite visite guidée, ce panorama, on va aller à la cathédrale d'Amiens, qui a été construite au XIIIe siècle, mais dont on sait que dans le triforium, on le sait parce que subsistent les textes de l'expertise qui avait eu lieu suite au flambage des piliers de la croisée qui ont commencé à se tordre légèrement vers le centre. On a eu donc une visite d'experts à la fin du XVe siècle qui a préconisé de placer un chaînage en fer dans les différentes parties du triforium. Vous avez donc ici un chaînage qui est constitué de 6 éléments et je vous montre ici des vues rapprochées, des éléments extrêmement standardisés et d'autres en fin de chaînage pour raccorder à la maçonnerie un peu plus diversifiés et qui changent à chaque extrémité de chacune des chaînes. Je vais vous donner quelques mots sur le matériau en lui-même. Alors ici je vais survoler très très rapidement la façon dont on fabriquait le fer au Moyen-Âge pour surtout vous faire comprendre le type d'informations que l'on peut en retirer par l'analyse physico-chimique de ce matériau. Vous aurez une description déjà d'un des procédés dans la communication suivante de Daniel Haribé, j'y reviendrai, et puis cet après-midi Sylvain Beauvais pour une autre période détaillera je pense beaucoup plus ce qu'on appelle nous dans notre jargon la chaîne opératoire du fer, c'est l'ensemble des gestes techniques destinés à transformer le minerai parce que le fer ne se trouve pas à l'état natif ou très très peu sur la planète Terre à part les météorites qui sont tombés. Donc c'est une autre histoire. Il se trouve sous forme associée à de l'oxygène, du soufre, sous forme de ce qu'on appelle le minerai, qui est en gros de la pierre. Et tout le but de la sidérurgie est de séparer le fer de l'oxygène lors d'une opération qui se passe en Europe occidentale, au moins jusqu'au Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle des bas-fourneaux, et dans lesquels, ici c'est une restitution de bas-fourneaux mérovingiens fait par l'équipe de Paul Benoît près de l'abbaye de Fontenay, dans lequel on place du charbon de bois, charbon que l'on va faire brûler, qui va apporter l'énergie thermique, on est aux alentours de 1400 degrés dans ce type de fourneau, mais charbon qui va également servir à capter l'oxygène du minerai, donc le minerai on fait de la chimie avec les mains, donc ça va, j'espère pas trop vous violenter, qui va capter l'oxygène du minerai de fer en s'associant à lui. Ah oui, alors là, mon animation ne marche pas. Alors, c'est pas grave, je regarde juste ce que ça donne. Oui, voilà. Il va capter l'oxygène du minerai en s'associant à lui pour former du dioxyde de carbone et va rester le fer qui va s'accumuler dans le fourneau. Alors, le fer fond en 1535 degrés, je vous ai dit qu'on était aux environs de 1400 degrés dans le fourneau, ce qui fait que, et c'est important, on obtient un métal à l'état solide sous la forme de ce que les archéologues appellent une masse brute de réduction. Alors une petite partie de ce carbone va aussi pénétrer dans le fer pour donner ce qu'on appelle l'acier. Il suffit de très très petites quantités de carbone dans le fer pour transformer le fer en acier et le rendre donc beaucoup plus dur, avec un comportement tout à fait différent. On en fait les pointes d'outils, on en fait les tranchants d'épée, etc. de cet acier. Mais là encore, c'est une autre histoire que je ne peux pas développer. Alors ce minerai il est composé de fer et d'oxyde de fer, mais également d'une gangue qui contient d'autres types d'oxydes, les oxydes d'aluminium, les oxydes de silicium, qui servent à rien dans l'histoire et qui ne sont pas transformés dans l'opération et qui vont couler en bas du fourneau. Eux atteignent l'état liquide et coulent en bas du fourneau et vont former ce qu'on appelle la scorie. Vous avez ici un exemple de scorie qui coule en dehors d'un fourneau. Peut-être Sylvain vous montrera des plus jolies images tout à l'heure. Et qui vont former la scorie. Et c'est ce déchet que l'on trouve massivement sur les sites de production. Donc je vous demande de retenir un peu ça, parce que ça va être extrêmement utile pour la suite de l'histoire. Alors, si on revient au métal en lui-même, eh bien, au bout de quelques heures, on extrait la masse brute de métal du four, parfois avec différentes pratiques. On peut préserver le four, on peut avoir une seule utilisation. Ça, ce sont les résultats d'expérimentations qui ont été réalisées à Mel avec Régis Aranda et Florian Terréjol. Et cette masse, évidemment, elle ne ressemble pas à une épée ni à un tirant de cathédrale. Il faut la travailler en la martelant progressivement pour la compacter. Et obtenir parfois des demi-produits qui pourront eux-mêmes être commercés et aller jusqu'à l'objet final avec une certaine perte de matière en fonction du savoir-faire du forgeant. Alors je voulais revenir à l'intérieur du matériau. Qu'est-ce qui se passe quand on compacte notre masse de métal? Ça, c'est une vue au microscope. Vous avez l'échelle ici.
donc 0,1 mm, c'est la barre rouge. Et vous voyez, tout ce qui est blanc, c'est le métal. Tout ce qui est noir, c'est en fait de la scorie qui n'a pas été évacuée en bas du fourneau. Mais comme on est à l'état solide, elle est restée piégée au sein de notre masse brute de métal. Alors quand le forgeron va taper dessus, il va souder les particules de fer entre elles et il va expurger une grande partie de cette scorie. Mais à la fin de l'opération, il va toujours rester piégé au sein de l'objet métallique une petite capsule d'information qui est un petit prélèvement de scorie. En fait, l'opération en elle-même génère un petit prélèvement qu'il est possible d'analyser, vous le verrez dans la suite, pour obtenir des informations à la fois sur le procédé, donc les températures mises en œuvre, ou sur la signature chimique du minerai et de ce qui a été mis dans le four, et qui va accompagner l'objet jusqu'à la fin de sa vie, je dirais. Alors voilà, ça c'est une micrographie de fer. Alors vous voyez avec les petites impuretés qui contiennent les informations primordiales sur l'origine du métal ou les procédés. Et puis vous avez ici une vue au microscope d'un élément en acier. Vous voyez que c'est complètement différent. Là, il y a à peine 0,8% carbone, 0,8. Et on voit qu'on change complètement la structure. Et c'est pour ça que l'acier est plus dur et plus résistant. Alors ce qui se passe dans le fer des cathédrales, de manière très générale, on a pu observer sur les objets les tirants déposés et analysés, qu'il était extrêmement hétérogène. Et en fait, ce marbré que vous voyez là correspond à des zones où on a de l'acier, des zones où on a du fer. Et vous voyez que c'est absolument pas contrôlé. C'est lié à l'hétérogénéité des conditions dans le bas fourneau. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'on a un mélange hétérogène de fer et d'acier qui contient lui-même des inclusions. Alors ça a un effet sur le comportement mécanique du matériau, parce que c'est quand même ça qui est intéressant pour le métal. Alors je vous ai mis une courbe un peu barbare, mais n'ayez pas peur. En fait, ici, vous avez, pour un matériau donné, c'est une courbe qu'on trouve dans les atlas de métallurgie moderne, les livres de métallurgie moderne, l'allongement que peut avoir le métal avant de se casser, et ici la force qu'il faut produire avant de se casser. Et vous voyez que pour les différents matériaux qu'on développe aujourd'hui, c'est en fait un compromis entre des matériaux qui peuvent s'allonger beaucoup, mais qui ne vont pas avoir une grande résistance, ou des matériaux qui vont avoir une très grande résistance, mais qui vont casser plus rapidement. Et en fait, ici, on a fait des tests de ce qu'on appelle des tests mécaniques de traction sur des tirants qu'on a pu déposer de certains monuments, notamment à Avignon et à Vincennes. Et on voit que les caractéristiques des matériaux sont quand même globalement inférieures à celles des matériaux aujourd'hui, mais surtout, et c'est ça l'information primordiale, très hétérogènes. On peut avoir des choses relativement résistantes et puis des choses qui risquent de casser très très vite, et ce parfois même dans la même barre. Et ça, c'est dû à l'hétérogénéité dont je vous parlais jusqu'à maintenant, de distribution au carbone ou de distribution des inclusions. Alors, il y a aussi une autre problématique que je voudrais vous présenter par rapport à ce fer des cathédrales. Vous voyez que par exemple entre les les arcs-boutants de Beauvais, on a 3 à 5 mètres de longueur. Donc il faut bien réussir à réaliser une barre qui partira d'une masse brute de réduction. Alors pour ça, évidemment, on tape dessus, on peut se mettre à plusieurs, mais ça peut devenir assez limité. Et ce qui est important ici, c'est que le chantier cathédral a croisé une innovation majeure du Moyen-Âge. Alors ça peut être très compliqué, nous on a essayé de montrer quelques photos, mais une innovation majeure du Moyen-Âge qui est alors c'est pas une invention du Moyen-Âge, mais ça va diffuser énormément au Moyen-Âge, qui est l'utilisation de l'énergie hydraulique pour le moulin. Et notamment, dans ce qui nous concerne, pour frapper sur le métal, et en l'occurrence le marteau hydraulique, dont la première utilisation est attestée au XIIe siècle, 1135 à l'abbaye de Clairvaux. Ici, vous avez une représentation plus tardive du XVe siècle. Et ça va révolutionner la possibilité de réaliser des longues barres, de travailler de plus importantes quantités de métal, et on peut peut-être penser qu'il n'y aurait pas de baie de Chartres sans marteau hydraulique. Certains chercheurs sont même, comme Paul Benoît, ont écrit ce type d'assertion. Vous avez ici, pour vous montrer un peu l'ampleur de cet équipement, une restitution qui a été faite par Paul Benoît d'ailleurs et Régis Arrandan à l'abbaye de Fontenay, dans la forge, le bâtiment de la forge de l'abbaye de Fontenay, avec les cames ici. Donc là, on est à l'arrière du marteau, et puis le marteau. Alors là, évidemment, il travaillait de plus petites quantités. On retrouve les traces de ce marteau hydraulique, désolé pour la mauvaise qualité de la photo, sur les barres de la galerie du conclave du Palais des Papes d'Avignon, également à d'autres endroits, où vous voyez ici en éclairage un peu rasant ces différentes marches dont la largeur est bien supérieure à celle d'un marteau à main et qui sont concomitantes avec l'utilisation du marteau hydraulique. Ici, vous avez la même photo à Beauvais. Alors, une première innovation, l'utilisation du marteau hydraulique, et une seconde innovation dont va vous parler Daniel Haribé dans la suite et dont je ne parlerai pas du tout dans le détail, c'est l'apparition dans le courant du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, ça
croise aussi le chantier cathédrale, c'est avec l'utilisation de la force hydraulique pour le fourneau, qui devient un haut fourneau, tout ça vous êtes détaillé, mais vous voyez sur ce tableau le fer qui maintenant coule à l'état liquide du fourneau, sous forme de fonte. On invente donc un nouveau matériau, la fonte, qu'on doit transformer dans une seconde étape dans l'affinerie en fer ou en acier, et c'est un procédé qui diffuse à partir du nord de l'Europe à la fin du Moyen-Âge. Alors, par l'analyse des micro-inclusions, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne voudrais pas être trop technique, il est possible de distinguer si un fer a été fait avec l'ancien procédé, celui en bas fourneau, ou avec ce nouveau procédé qui apparaît. Alors c'est ce qu'on a... Ah oui, l'invention de la fonte, donc qui permet de mouler de nouveaux matériaux, mais ça Daniel va vous en parler beaucoup mieux que moi. Nous, ce qu'on est allé voir, c'est sur le fer des différents bâtiments que l'on a pu étudier, s'il avait été fabriqué à l'aide du premier procédé, le procédé dit direct, ou à l'aide de la filière fonte, le procédé dit indirect, parce qu'il y a l'affinage. Et alors dans ces différents bâtiments, on a pu analyser un certain nombre d'éléments métalliques et on a fait des petits camemberts. La part bleue du camembert, c'est la part de fer réalisée avec l'ancien procédé, et la part rouge, là il n'y en a pas, ce serait celle réalisée avec le nouveau procédé. Alors ici on est au XIIIe siècle, et on voit que dans les fers du XIIIe siècle, on n'a pas du tout trace du nouveau procédé, alors que quand on avance un petit peu, on voit arriver ce procédé du côté de Liège, et puis apparaître en Bourgogne. C'est relativement concomitant avec les sources historiques de l'époque, Daniel vous commentera probablement, et on voit une généralisation de ce procédé entre 1450 et 1500, vous voyez différents monuments qu'on a pu analyser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ancien procédé perdure dans les fournitures de métal sur ces cathédrales. Jusqu'à présent, je vous ai dit, oui, ça date de l'époque de la construction. Il n'y a personne qui s'est levé en me disant, ouais, mais comment tu le prouves ça, puisque on a bien vu qu'il y a des graffitis 18e à Beauvais, on a des chaînages beaucoup plus récents à Notre-Dame de Paris, ou même dans les combles de la Sainte-Chapelle. Alors en fait, ça a été un progrès méthodologique de ces derniers... Alors d'abord, on peut dater par les comptes, quand on a de la chance et quand il existe des comptes, ce qui n'est vraiment pas le cas de la plupart des bâtiments, ou alors c'est très parcellaire. Il y a une certaine approche en archéologie du bâti qui permet par positionnement relatif des éléments, comme par exemple le chaînage de Bourges qui est en dessous des colonnes du triforium, de contribuer à dater. Mais on a pu, pas mettre au point la méthode carbone 14, mais en tout cas l'adapter à une utilisation sur le fer et le métal. Alors j'avais prévu de vous rappeler le principe de la méthode carbone 14, mais je pense que vous êtes aussi au courant de moi, donc c'est basé sur l'existence d'un isotope, le carbone 14, qui n'est pas stable et qui se désintègre, et que donc quand un organisme vivant ingère du CO2, on va avoir un certain rapport carbone 12 qui lui est stable, carbone 14, et à sa mort, le carbone 14 va diminuer avec le temps. Et donc si on arrive à mesurer la quantité de carbone perdu, je vous la fais extrêmement simple, on arrive à retrouver l'âge du bois ou de l'élément qui a incorporé ce carbone. Alors ici, je vous ai dit en début d'exposé qu'on utilisait du charbon de bois pour séparer l'oxygène du fer et obtenir du métal, et qu'une partie de ce carbone se retrouvait dans l'acier au sein du matériau. Alors c'est l'idée toute bête qu'on a eue, je suis désolé, personne ne l'avait vu avant nous, c'est d'aller chercher ce carbone aux bons endroits dans le matériau. Pour ça, il faut quand même un spectromètre de masse. On a la chance d'avoir ça au CEA où se trouve une partie de notre laboratoire. Et on peut doser le carbone 14 et faire une datation radiocarbone sur ces éléments métalliques. Alors ça s'applique aux cathédrales, ça peut s'appliquer évidemment à plein d'autres interrogations, si tant est que le métal est concerné. Alors vous avez fait ici un exemple de datation à Beauvais qu'on a réalisé. Alors ce sont des courbes de probabilité, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros vous avez la date ici, et puis quand vous avez la petite courbe ici, ça recouvre cette période de date. On retrouve les éléments 18e avec l'imprécision du carbone 14. Et puis, très intéressant, sur un grand nombre d'éléments qu'on a datés, ici je vous en montre que 4, eh bien, on a pu retrouver des dates qui correspondent précisément à la date de construction de Beauvais, mais encore plus précisément, on a eu beaucoup de chance. On a une partie des tirants qui ont été placés avant 1284 et une autre partie qui semble avoir été placée, statistiquement ça se tient, après 1284. Et 1284 précisément, c'est l'année où se passe un drame à Beauvais pendant la construction, notamment cette partie-là de la cathédrale, on ne connaît pas vraiment l'ampleur, mais s'écroule complètement pendant le chantier et a dû être reconstruite. Et visiblement, il y avait déjà des barres avant, mais on a l'impression que ça a été renforcé par un deuxième réseau de barres après l'écroulement de la cathédrale lors du chantier. Alors, qu'en est-il des coûts
et des quantités mises en œuvre. Ça, c'est des informations auxquelles on peut avoir accès d'une part par les comptes, beaucoup par les comptes, ça sont les travaux de Maxime Léritier et de Philippe Bernardi. Pour vous donner un exemple ici, ce sont des coûts qui sont quand même non négligeables pour le métal, puisque le prix du fer représente entre 10 et 25% du prix d'un vitrail. Donc dans la réalisation d'un vitrail, l'utilisation de barres lotières, etc., peut aller jusqu'à 10 et 25% du prix de ce vitrail. Et les comptes du Palais des Papes sont magnifiques, donc ils sont extrêmement détaillés, et ont été beaucoup étudiés. En fait, c'est très surprenant parce qu'ils ont été énormément étudiés, mais jamais personne n'y voyait le faire. Personne n'avait décidé de le pointer dans les comptes, jusqu'au jour où Philippe Bernardi a dit « Ah mais en fait, on a tous les comptes des barres de fer du Palais des Papes, donc on peut tirer un grand nombre d'informations. » C'est ce qu'il a fait. Et il a vu que certaines années, le prix du fer, donc du métal, atteignait 10% du prix total du chantier. Ça a été coupé là, du prix total du chantier. Donc là encore, quand même des sommes qui sont non négligeables. Et du point de vue des quantités de métal en poids, alors évidemment là ce sont des estimations, c'est le métal qu'on a pu pointer. Alors quand il est apparent c'est facile, mais parfois il y en a dans la maçonnerie, alors on en trouve une partie lors de travaux de restauration, donc on fait des extrapolations. Parfois on a des comptes, c'est quand même un peu plus comme au Palais des Papes, c'est quand même un peu plus rare. Parfois il y a des gros chantiers de restauration où on peut pointer l'ensemble du métal. Donc le bémol là-dedans sur ces quantifications que je vous donne, c'est ce qu'on a vu. On voit quand même qu'on peut atteindre de manière générale quelques dizaines de tonnes et avec les exceptions du Palais au XIVe siècle, du Palais des Papes et du château de Vincennes, qui eux sont de l'ordre de la centaine de tonnes plutôt. Donc des utilisations beaucoup plus importantes. Et à Amiens au XVe, en revanche, on a des choses beaucoup plus faibles. Je terminerai, oui, j'ai juste le temps de terminer en 5 minutes pour vous laisser l'occasion de poser des questions avec un exemple d'interrogation qu'on a eu. On a donc eu la quantité, la datation, mais d'où vient ce métal? C'est une question qu'on s'est posée. Et là encore, à laquelle on peut partiellement répondre en analysant, je vous ai dit, les petites impuretés qui sont piégées dans le matériau et qui, elles, contiennent la composition de la scorie du minerai. Et donc l'idée, là encore assez simple, c'est de comparer pour certains éléments. Alors il faut les sélectionner, je ne rentre pas dans le détail, ce sont ce qu'on appelle des terres rares, qui sont présentes à de très très petites quantités. Donc là encore, il faut des moyens d'analyse un peu complexes, comme des spectromètres de masse, pour atteindre cette information. C'est un peu le code génétique de notre métal, ou l'empreinte digitale du métal. Alors là, j'ai vu que l'animation ne marchait pas, mais en gros, retenez qu'on compare la signature des scories et des minerais qui sont trouvés sur les sites archéologiques. On est en train de réaliser un certain nombre de bases de données au laboratoire qui comprend à ce jour plusieurs milliers d'analyses, mais qui est un travail sans cesse à poursuivre pour décrire le paysage de la production dans différentes aires technoculturelles, et relier cette signature à celles que l'on peut trouver dans les impuretés de l'objet. Si vous avez des signatures qui sont comparables, alors là encore, ça nécessite un certain nombre de traitements statistiques assez complexes que je vous épargnerai. Si vous avez des signatures comparables, eh bien, vous pouvez penser que vous avez une provenance commune. Alors vous pouvez comparer un site de production avec un objet, ou vous pouvez comparer des assemblages d'objets ensemble, les uns avec les autres, pour savoir s'ils ont une même provenance. Alors quelques exemples, on reprend le chaînage de la cathédrale de Bourges. Nous avons pu montrer qu'on avait finalement un certain nombre de phases de construction, et avec du fer de composition différentes. Et ça s'accompagnait également avec un changement de composition, j'en parle pas du tout aujourd'hui, mais du plomb qui servait à sceller les éléments du chaînage. Et on a pu comparer la composition des impuretés dans ces fers à 2 sites de production pas très loin de la cathédrale de Bourges, la forêt d'Alleny d'une part, ce sont les travaux faits avec Maxime Léritier là encore, et l'abbaye de Noirlac d'autre part, et on a pu montrer que 35% du fer provenait, alors là les couleurs évidemment elles ne sont pas bien passées, je pense que c'est Noirlac 35% et 16% Alleny, et on a eu 2 autres sources qu'on n'a pas pu identifier, une source A et une source B, mais qui existait bel et bien. Et puis, un point important, et c'est quelque chose auquel on s'intéresse de plus en plus, c'est que 5% de ce métal est issu d'opérations de recyclage avec des morceaux de fer, des petits morceaux de fer soudés entre eux. Et c'est comme ça qu'on a, au moins 5% est issu du recyclage, c'est comme ça qu'on a pu le pointer.
Cathédrale de Metz, là la situation est différente puisque l'ensemble là encore les travaux d'Alexandre Disser, l'ensemble des agrafes qu'on a pu analyser avaient une composition chimique compatible avec la minette de Lorraine, le minerai bien connu de la région, et vraisemblablement, là sans surprise finalement, l'approvisionnement était extrêmement local pour réaliser le fer qui a renforcé la cathédrale de Metz. Alors parfois, je terminerai là-dessus, l'historien a quand même de la chance, puisque quelquefois, mais c'est extrêmement rare, on sait qu'un certain nombre de barreaux de fer proviennent, comme à Troyes, proviennent de la grosse forge de Doulevant. Alors c'est sûr que c'est presque anecdotique, mais ça nous permet de donner vie un peu à ces fournitures de fer autour du bâtiment. Voilà, donc je terminerai là-dessus. On a des stratégies de fourniture de sentier qui peuvent être extrêmement variables, monolithiques par exemple comme à Metz, mais parfois, comme pour le Palais des Papes d'Avignon, le fer provient de très loin. Nous avons pu montrer que dans la tour des latrines, eh bien, c'était du fer de Foix qui a été utilisé, du fer du comté de Foix à plus de 300 km ici. On a pu exclure d'autres sources. Et puis très souvent, des sources très diversifiées en fait, même pour des assemblages extrêmement homogènes du point de vue de la typomorphologie. Voilà, j'en ai terminé avec mon histoire de fer dans les cathédrales, et je terminerai pas sur un monument gothique, mais sur un monument du XVIIIe siècle, pour vous montrer que ce fer, finalement, bien avant la Tour Eiffel, il a accompagné l'architecture dans les monuments. Le Panthéon à Paris est entièrement renforcé de barres de fer, et là on a vraiment un squelette extrêmement complexe de fer au niveau de cette architecture 18e. Voilà, j'ai terminé.